Ce parc, je le vois comme une belle opportunité de se rappeler qu'il y a des choses incroyablement belles qui sont juste là, à quelques kilomètres de chez nous. Côtoyer de près la nature, les animaux, la flore, évidemment essayer de faire attention à la respecter pour que nos générations futures puissent aussi hériter de ce patrimoine forestier si riche et important chez nous. Faire découvrir les arbres vus du dessus, c'est quand même assez extraordinaire. Moi j'ai dit waouh, génial, on vient s'installer dans cette région, je ne m'attendais pas du tout à ça, et il y a un parc national qui s'installe, c'est une super chance. On ne soupçonne pas la vie qu'il peut y avoir dans les cimes des arbres. Insectes, oiseaux, petits mammifères, ils trouvent à manger. C'est le rythme des saisons, c'est le paysage qui est autour de chez moi et que j'ai envie de voir. J'imagine un monde dans lequel on arrive à prendre soin de notre environnement naturel, ça c'est la base, mais surtout je rêve d'un monde dans lequel on arrive, nous les humains, à s'écouter, à se respecter et qu'on puisse construire ensemble un monde qui nous ressemble, mais surtout qui nous rassemble. La création du parc national des Feuillus entre Bourgogne et Champagne, 11e parc national, a donc été officialisée par le président de la République le 7 novembre. Le plus grand espace forestier partagé d'Europe. Nous avions inscrit cette création à notre plan de mandat. Nous avons fortement soutenu les démarches permettant cet aboutissement. Cette création, après 10 ans de concertation et de médiation avec les habitants, les agriculteurs, les chasseurs, est un pas majeur vers plus de protection de la biodiversité. Notre collectivité a su faire entendre la voix de l'engagement dans ce combat majeur, mais aussi la voix de la responsabilité et de la raison. Alors je veux beaucoup remercier François Patria qui a été à la manœuvre il y a 10 ans, et puis, depuis, dans nos rangs, Stéphane Wojnarowski, qui n'a vraiment pas du tout ménagé sa peine, mais je tiens à saluer, et ils sont là, le président du GIP, Marcel Jurien de la Gravière, Guy Duranté, ancien président du GIP, et Henri Parmentier, directeur des chevilles ouvrières. Ce parc... Ce parc est une chance historique pour le développement de ce territoire rural, excentré et fragile, mais qui regorge de ressources. Il incarne une nouvelle génération de parcs nationaux qui conjugue protection et conservation avec le développement économique, social et culturel local. Et au moment où nos forêts traversent une crise profonde et inédite, ce parc de feuillus de plaine constitue le laboratoire national et européen à ciel ouvert de l'adaptation des forêts françaises et européennes au changement climatique. Je profite de ce moment pour remercier chaleureusement les élus et la direction de l'environnement
pour leur travail et leur implication sans faille, récompensés avant-hier, par une médaille au Sénat dans le cadre du prix Territoria 2019. Arbres fruitiers, arbustes à petits fruits, haies multiples, ruches, nichoirs et hôtels à insectes implantés en nombre sur notre territoire pour le plus grand bien de notre biodiversité. À l'heure des enjeux climatiques, c'est du concret. Alors, changement climatique, qui est le fil conducteur de nos orientations budgétaires, les orientations budgétaires qui sont le sujet majeur de cette Assemblée. Au-delà du sérieux de nos études scientifiques qui traitent de ce sujet, les prévisions confirment une tendance lourde dont la conséquence sera un dérèglement planétaire dont personne ne peut nier la réalité. Et ce sont les plus fragiles, les plus précaires, qui pâtissent de ces bouleversements, partout dans le monde, mais aussi dans notre pays, avec notamment les charges de chauffage qui s'envolent et le coût des mobilités. Nous avons en région des leviers qui nous permettent d'intervenir. Nous les actionnons déjà, car la question de la transition énergétique et environnementale n'est pas nouvelle dans nos politiques. Nous en avons fait une de nos 3 priorités de mandat. Mais ce que je vous propose, c'est que nous accélérions. J'ai d'ailleurs demandé à ce que nous regardions dans chacune de nos politiques tout ce qui pouvait entrer en contradiction avec cet enjeu climatique. L'examen de nos interventions actuelles ne révèle pas de contradiction, mais conduit à une évidence, il nous faut accentuer et accélérer. Comme je viens de le dire, cela n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Non seulement nous avons largement posé cet enjeu climatique dans nos priorités de mandat, mais notre référence aux objectifs de développement durable affirmés avec force l'an dernier est suivie d'une démarche de notation extra-financière qui, entre parenthèses, est vraiment, se solde aujourd'hui par une note qui est très bonne, a délibérément inscrit notre collectivité dans une démarche proactive et cohérente. Démarche relayée par l'élaboration du SRADET, bien entendu, par notre stratégie de transition énergétique que nous avions débattue en Assemblée le 29 juin 2017 et qui fait l'objet d'un rapport d'évaluation annexé à notre rapport d'orientation budgétaire, donc cohérence toujours, et démarche enfin renforcée l'an dernier quand nous avions décidé d'intégrer un critère d'éco-conditionnalité dans tous nos investissements sur les territoires. Alors, c'est très naturellement que s'impose cette année cette orientation budgétaire autour à la fois de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'adaptation à ce réchauffement climatique. Le levier des travaux dans les logements, en vue de leur meilleure efficacité thermique, énergétique, est capital. Alors je souhaite vous dire que je souhaite que l'État soit plus cohérent et plus coordonné avec les politiques qui émanent du terrain et que nous conduisons avec l'ADEME. Nous avons des discussions en ce sens, parce que l'État est en train de promouvoir un nouveau mode d'intervention, mais qui, dans un premier temps, semble totalement ignorer ce qui se fait déjà sur le terrain. Et là, il y a un enjeu capital pour l'efficacité de l'intervention publique. Les usagers, on ne va pas savoir si c'est l'État qui fait, qui promeut des travaux, si c'est la région, si c'est les collectivités. Ce qu'ils voient, eux, c'est le résultat et c'est comment on leur facilite les démarches. Or, en ce moment, c'est quand même plutôt cafouillage. J'en ai appelé à un arbitrage de la ministre en charge de ce domaine. Et à cette occasion, les services de l'État reconnaissent que notre région va dans le bon sens, avec son service public de l'efficacité énergétique et sa coordination avec tous les territoires, tous les acteurs, que ce soit pour économiser l'énergie ou pour promouvoir des énergies renouvelables. Ceci dit, l'action publique ne peut pas tout dans ce domaine.
Il faut véritablement monter des partenariats publics-privés très forts, solliciter donc les banques, les investisseurs privés, et c'est pour cela que j'ai réuni dernièrement une conférence des financeurs afin de renforcer cette mobilisation financière et que nous en ayons des traductions dès notre prochain budget. L'agriculture et la forêt sont des secteurs stratégiques pour ces enjeux de réchauffement climatique et d'adaptation. Notre société semble de plus en plus avoir oublié comment travaillent ceux qui nous nourrissent et qui façonnent nos paysages, comme en témoignent les multiplications de déclarations liées à ce qu'on nomme l'agribashing, et contre lequel, l'an dernier, nous nous étions mobilisés par une tribune nationale. Peu d'agriculteurs contestent la nécessité de pratiquer une agriculture plus verte, plus soucieuse d'économiser les intrants, plus résiliente aussi à tous les aléas climatiques, ce qui passe par des adaptations des modes de culture, notamment moins consommatrices en eau. Mais les adaptations ne pourront pas se concrétiser dans des exploitations déjà surendettées si la charge de cette adaptation incombe aux seuls agriculteurs. Il faut donc être les plus pragmatiques possibles. C'est ce que nous plaidons auprès des autorités nationales et européennes, en lien étroit avec la profession, à la veille du renouvellement de la PAC. Le pragmatisme serait d'ailleurs aussi d'obtenir pour les agriculteurs le relèvement du seuil concernant les appels à projets pour les installations photovoltaïques sur les toits, parce qu'à ce jour, nombre de projets d'exploitation d'installation sur les exploitations sont entravés, alors que la production d'énergie peut constituer un apport essentiel de revenus pour les agriculteurs concernés. Donc, nous y travaillons. Et pour terminer sur le chapitre de l'agriculture, je me réjouis que nous ayons finalisé dernièrement et signé le contrat d'objectifs et de moyens avec la filière bio qui montre un chemin vertueux pour aller dans ce sens de la lutte contre le réchauffement climatique. La lutte contre les déchets et le gaspillage alimentaire sera renforcée. Nous nous inscrivons dans le cadre de la loi qui a confié aux régions l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Mais nous allons au-delà, en intégrant un volet économie circulaire, témoin de notre volontarisme, car la mise en œuvre des actions envisagées va fortement contribuer à la lutte contre le changement climatique. Diminution des émissions nettes de gaz à effet de serre du fait d'un gisement moindre à traiter et à transporter, et grâce aux moindres émissions de la valorisation de matières. Un autre formidable levier pour accélérer la transition sur laquelle nous misons, c'est l'hydrogène, avec une feuille de route ambitieuse qui vous sera présentée en détail dans le cours de cette assemblée. Sans plus attendre, je voudrais remercier tous ceux, entreprises, start-up, laboratoires, universités, territoires, agences économiques régionales et aussi élus et services qui ont contribué à cette grande percée de notre région sur ce grand terrain d'avenir. Et j'en profite pour saluer ceux qui, parmi les personnes que je viens de citer, sont ici présents. Investir dans le vecteur énergétique hydrogène, c'est investir dans l'innovation technologique, c'est investir dans les mobilités propres, c'est investir dans les énergies renouvelables et leur stockage, c'est investir dans la réindustrialisation de notre territoire, mais c'est aussi investir dans la santé environnementale. Nous y reviendrons, donc je ne m'attarde pas plus. Au-delà du débat d'orientation budgétaire, la stratégie d'attractivité pour non seulement le Conseil régional, mais tout notre territoire, toute notre région, vous sera présentée par Patrick Ayache, que je remercie du grand travail effectué avec tous les territoires,
et toutes les forces vives de notre région pour parvenir à un positionnement de notre région qui soit différenciant et stratégique. Et je voudrais simplement à ce stade souligner la cohérence qu'il y a à faire de la transition climatique le fil conducteur de nos orientations budgétaires et à faire émerger le concept d'une région du mode de vie sain. On y reviendra. Une région qui aime et préserve sa biodiversité, qui investit dans le développement durable, gage d'avenir. Et c'est précisément au nom de ce développement durable que nous allons lancer un appel à manifestation d'intérêt pour des projets d'investissement touristique de grande envergure qui fassent rayonner notre région, mais qui répondent aussi aux exigences environnementales, énergétiques qui s'imposent si l'on veut traduire en actes nos engagements de développement durable. Alors que deviennent les projets de Center Parcs dans ces conditions? Nous y reviendrons. Nous n'avons pas de nouvelles de l'investisseur depuis 6 ans. Il semblerait néanmoins qu'il n'ait pas renoncé à notre région. Mais il est clair qu'en 6 ans, la donne environnementale a changé. Et notre appel à manifestation d'intérêt, en tout cas, offre dorénavant le cadre régional approprié pour étudier tout nouveau grand projet d'investissement touristique. Je termine sur le sujet des mobilités parce qu'il est fortement contributif au changement climatique, à la lutte contre la transition, pour la transition climatique. Nous pouvons être fiers d'être une région qui, par sa politique tarifaire fortement attractive et son développement de l'offre ferroviaire, parce que nous croyons au train, a permis une explosion de la fréquentation, tout en instaurant avec la SNCF une relation plus équitable au niveau de la baisse des coûts de production, des pénalités en cas d'irrégularité et de l'indemnisation des voyageurs en cas de dysfonctionnement. Pour autant, tout n'est pas réglé, car il faut du temps. Les importants travaux de modernisation réalisés par SNCF Réseau impactent fortement certaines dessertes par des suppressions de services qui développent l'insatisfaction des voyageurs. Nous n'avons pas encore traité non plus l'augmentation des dessertes et de capacités nécessaires pour les 10 000 voyageurs quotidiens du nord de Lyon, car cela passe par une négociation avec la région Île-de-France qui est en cours. Tout notre matériel roulant n'a pas encore été renouvelé. Les négociations avec les régions voisines pour les réciprocités tarifaires sont en cours, mais pas encore tout abouti. Il faut du temps à tout cela. Mais la région fait ce qu'elle doit faire. Nous subissons malheureusement des explosions de coûts. Nous les subissons totalement. Un exemple, pour la maintenance de la ligne des horlogers, on apprend, en l'espace d'une réunion, que le budget passe de 12 millions de travaux à 37 millions. Et nous déplorons, bien sûr, fortement, les décisions unilatérales de suppression de dessertes nationales, comme le TGV Strasbourg-Lyon-Parlens, ou internationales, comme la 4e desserte du Lyria. Alors, je termine sur ce dernier point. C'est la solidarité territoriale sans faille, franco-suisse, qui nous permet aujourd'hui, et nous y reviendrons dans cette assemblée, qui nous permet aujourd'hui de rétablir une ligne TER qui sera financée par la SNCF en compensation de la desserte supprimée, mais c'est aussi cette solidarité territoriale sans faille qui nous a permis d'inscrire dans la convention que nous allons signer avec Lyria, donc graver dans le marbre, que la 4e desserte qui a été supprimée n'est pas enterrée. Démonstration forte que lorsque l'esprit de coopération est à la manœuvre,
quand l'esprit de coopération est à la manœuvre, la résistance est gagnante, alors ayons-le toujours à l'esprit, chers collègues. Alors, je donne la parole à François Sauvadet. Ah, voilà. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais, moi aussi, me réjouir de la création de ce nouveau parc national, qui est une grande aventure qui va maintenant devoir être réussie. Et vous savez que les communes, c'est une étape importante que cette création. Maintenant, les communes, les territoires vont être appelés à se prononcer. Et je souhaite que, dans ce débat, chacun prenne conscience de l'intérêt. Vous avez surtout souligné l'intérêt écologique, et c'est d'ailleurs ce qui constitue le fondement de ce parc national, qui a une vocation effectivement à étudier non seulement la biodiversité, son évolution dans un milieu préservé, mais aussi les effets du changement climatique et ce qu'il faudra aussi engager pour préserver nos forêts. On l'a vu avec les épisodes de sécheresse qu'on a connus. D'abord, je voudrais rappeler aussi, parce que vous l'avez peut-être omis de le signaler, c'est une aventure qui a commencé il y a déjà bien longtemps. Et je veux remercier moi aussi Monsieur de la Gravière, toute l'équipe, parce qu'il a fallu beaucoup de détermination. Le temps a été aussi un facteur de débat qui était utile. Hein. C'est un débat préalable. Il y avait ceux qui étaient favorables, ceux qui s'inquiétaient, ceux qui voulaient faire coïncider, j'en suis, écologie et économie, et faire de ce parc une nouvelle chance. Je crois que c'est l'objectif qu'on s'est tous fixé. C'est pour ça que ce sera un parc un peu singulier, dont nous devons assurer la réussite, parce que ça sera un parc nouvelle formule. Ce ne sera pas simplement un parc de préservation, comme on avait par le passé coutume de les créer. Ce sera un parc qui doit devenir un outil de développement économique, écologique, et qui doit être conçu comme étant une nouvelle chance, à travers la préservation de nos espaces et l'écologie, de redonner du nouveau souffle à une économie. Donc c'est pas l'un sans l'autre, et c'est ce que je voulais réaffirmer. Moi, je voudrais savoir qu'on clarifie ce que vous voulez faire de l'aéroport de Dole. Il y a deux thèses. Il y a un désaccord entre nous. Vous dites c'est un aéroport, faut regarder de près parce que c'est des gens qui partent, etc. Bon, mais c'était le même débat que pour ceux qui disaient le TGV. Le TGV, ça emmène des gens, mais ça en ramenait. Puis aujourd'hui, on se rend compte que depuis la haute antiquité, tout s'est fait autour des axes de circulation. Bon, après ça, il y a les débats de la jeune Greta qui veut pas prendre l'avion, etc. Bon, très bien, moi, je respecte. Non, mais je respecte. C'est pas mon point de vue, j'ai le droit de l'exprimer. Elle a le droit de ne pas prendre l'avion, mais tout simplement, il y a un certain nombre de gens qui prennent l'avion. Et dans une région comme la nôtre, à vocation internationale, je le rappelle, c'est quand même intéressant de voir comment on va positionner tout cela. Vous savez, il y a un sujet qui est essentiel en matière de développement économique. Je sais que vous avez commencé à ouvrir la réflexion. Il y a un sujet qui va devenir essentiel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on n'a pas voté le SRADET, pour un certain nombre d'entre nous, et moi le premier. C'est que la question de l'eau va devenir un enjeu de développement économique et de développement urbanistique et de logement. Moi, j'aimerais qu'à l'aune de cette question centrale, et avec la perspective du changement climatique, avec la création de l'Agence de la biodiversité, j'exprime une direction que je souhaiterais voir prendre, même qu'on révise même une chose. Parce que je prends l'exemple de la métropole. On accepte tous, vous l'avez même indiqué, on fait 30, 40 000 logements de plus. Quand dans le même temps, on nous dit, dans le même secteur, il y a un problème d'eau, à côté, à Issurtille, on ne peut pas faire 600 logements. C'est ça l'aménagement du territoire? Moi, je vous le dis, hein, j'écoute, j'entends la métropolisation, la désimperméabilisation des sols, c'est-à-dire l'absence de densification urbaine, est devenue aussi un objectif de beaucoup de villes. Je préside l'agence de comité de bassin à Paris. On désimperméabilise. C'est un enjeu considérable pour la gestion de l'eau. Comment on se projette dans ce monde-là? Moi, j'aimerais vous afficher une ambition. Je vous dis, l'eau, c'est central. Je vous l'ai déjà proposé depuis plusieurs mois, vous vous en souvenez, hein, c'est pas nouveau, je sais que vous y réfléchissez, mais ça va devenir la question du développement économique. Et d'ailleurs, de ce point de vue, moi, je vous le dis, hein, il y a un véritable drame qui est en train de se jouer dans les zones d'élevage. Je dis les zones d'élevage spécifiques. Hein. Dans mon département, je ne vais pas dire, je ne vais pas faire une fixette, parce que ça vaut aussi pour une partie de la Saône-et-Loire, ça vaut pour une partie de la Nièvre, ça vaut pour une partie de l'Yonne, ça vaut pour une partie un peu moins du Jura, parce que c'est un élevage laitier. Non, pas tous les éleveurs, écoutez ce que je vous dis.
Mais non, vous avez une concentration. Écoutez, moi, je vous invite à venir me voir, monsieur. Vous avez une concentration, par exemple, dans mon département, sur l'équivalent de 2 cantons, vous avez les 3/4 des animaux du département. Une vache et son veau, ça boit, excusez-moi de vous le dire, 100 litres. Bon, en été. Comment on va faire? Moi, j'aimerais, alors vous me parlez du changement climatique, sur les toits, c'est très bien, parce que ça va permettre de trouver un modèle économique pour utiliser les toits, pour y mettre des... ça évitera de faire des éoliennes qui, quand même, me posent problème sur les paysages. Non, me posent problème sur les paysages. Mais c'est pas nouveau. J'ai pas attendu le Rassemblement national pour savoir la direction que je voulais prendre. Hein. En tout cas, je prendrai pas la vôtre, ça c'est sûr. Donc voilà, on a un enjeu. Moi, je veux qu'on ait un débat, qu'on organise un débat autour de ces questions du changement climatique, de l'adaptation au changement climatique, et comment on va s'insérer dans les 11e programmes de l'eau, qui sont engagés par les agences. On a la chance d'en avoir plusieurs sur votre région. Je souhaiterais un vrai débat de fond là-dessus. En tout cas, je ne trouve pas d'orientation, si ce n'est que vous ouvrez un peu des perspectives. Bon. Seule chose à peu près claire, vous nous dites la filière hydrogène. Moi, je vous soutiens à fond là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la filière hydrogène. Donc, on ne va pas polémiquer. Simplement, sur la méthode, moi, je souhaiterais qu'au lieu d'afficher simplement vous mettez 90 millions, il faudra préciser si avec les trains que vous allez acheter, si ça rentre dedans ou pas, si c'est en plus, enfin bon, bref. Vous affichez 90 millions, j'en ai regardé le détail. Moi, je crois qu'il faut aller au-delà pour faire en sorte que dans chaque département, nous ayons un pôle autour duquel de développement hydrogène. Parce que vous allez accompagner un certain nombre de projets. D'ailleurs, j'observe la complexité, certains le diront, qu'ils rencontrent à venir discuter de leurs projets avec la région, c'est un peu compliqué. Souffrez de l'entendre, parce qu'on l'entend. Alors, je ne sais pas si on vous le dit aussi clairement que ça, parce qu'on a peur peut-être de... Pas de quoi, moi. Dire si on n'est pas d'accord, on a peur de ne pas être retenu. Mais enfin, il y a cette qualité-là. Donc moi, je souhaiterais que vous mettiez en réseau les acteurs, vraiment en réseau les acteurs, et puis qu'on regarde les manques où il y aura des nécessités précisément d'intervenir et de développer de l'expérimentation, parce que tous les territoires n'ont pas la même vocation et n'ont pas la même histoire industrielle que là où il y a eu l'hydrogène, et notamment dans le département du Doubs. Alors vous essayez de surfer sur la vague verte, sur la vague de Greta Thunberg, puisque quand on lit ces orientations budgétaires, on a vraiment l'impression que ce sont les orientations budgétaires de Greta Thunberg. Il y a du réchauffement climatique à toutes les pages, il y a du dérèglement climatique à toutes les lignes, et ça vient totalement déformer ces orientations budgétaires qui sont mais totalement déconnectées d'une des préoccupations des Bourguignons et des Franc-Comtois et de l'autre de leur souffrance. La question climatique, c'est évidemment une question importante. C'est évidemment une question importante, mais je considère que, par exemple, si on prend le département de la Nièvre, qui connaîtra effectivement un réchauffement de plus 2,4 degrés donc, à l'horizon 2100, je considère que l'urgence pour les Nivernais, c'est pas 2100. L'urgence, c'est 2019, c'est 2020, c'est 2021. C'est de permettre aux 16% de pauvres de la Nièvre de pouvoir vivre plus dignement, de pouvoir sortir la tête de l'eau. Et ça, aujourd'hui, vous êtes dans l'incapacité de leur apporter des réponses concrètes. Sur l'environnement, puisque je vais revenir sur votre obsession, donc qui jalonne chaque page donc, de vos orientations budgétaires. Donc vous avez l'obsession de la biodiversité, vous avez également, on l'a vu avec ce petit clip, vous êtes dans la région fantasmée. Vous fantasmez la Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est une Bourgogne-Franche-Comté qui n'existe pas, qui n'existe que pour les seuls caméramans qui sont allés, qui n'existe pour que quelques membres de votre exécutif. Les Bourguignons et les Franc-Comtois, ils ne vivent pas cette Bourgogne-Franche-Comté. Les Bourguignons et Franc-Comtois, ils vivent, encore une fois, le déclassement, ils vivent la précarité, ils vivent les problèmes de transport, ils vivent les problèmes d'insécurité, ils vivent les problèmes dans les lycées, ils vivent tout ça, les Bourguignons et les Franc-Comtois. Ils ne vivent pas dans la nature, avec des papillons, avec des rayons de soleil idéalement filmés, avec de belles images. Sachant que, il faut le rappeler, vous êtes dans l'hypocrisie totale, puisque dans votre clip, il y avait un détail qui manquait, un détail dont vous faites la promotion matin, midi et soir, c'est les éoliennes.
On ne voit pas les éoliennes, pourtant, vous qui les trouvez si belles, elles auraient pu agrémenter les petits renardeaux que nous avons vus, elles auraient pu agrémenter les champs, les magnifiques forêts, elles auraient pu, non. Vous ne les voulez pas dans votre clip, pourtant, vous les accompagnez et vous les encouragez. Je tiens à rappeler que l'an prochain, grâce à votre politique interventionniste, il y aura près de 650 éoliennes implantées dans notre région. 650 éoliennes. Ce qui est, je le répète, une politique suicidaire, d'une part pour notre environnement et pour l'attractivité de notre territoire. Et je le répète, même si vous ne voulez pas l'entendre, mais de plus en plus de voix le disent, heureusement, des rapports, des économistes et autres, que c'est une escroquerie environnementale, les éoliennes. Les Allemands même le découvrent, figurez-vous. Un rapport de l'Agence fédérale pour l'environnement, que Mme Collat ne doit pas ignorer, qui vient de sortir dernièrement, que les déchets produits par les pales d'éoliennes, donc à partir de 2024, ces déchets seront de l'ordre de 70 000 tonnes par an. Rien que pour les pales d'éoliennes, 70 000 tonnes par an. Et qu'il manque à l'économie allemande 300 millions d'euros pour, comment dirais-je, désimplanter, pour désinstaller les éoliennes. C'est-à-dire que les 650 qui vont être dans notre région, elles sont quasi implantées à vie, avec des socles de béton qu'on ne pourra pas retirer, ou alors en appelant évidemment le contribuable à payer lourdement. Parce qu'il faut rappeler aussi que les éoliennes, c'est la triple peine pour le contribuable. La triple peine, la triple peine pour aujourd'hui, c'est que l'immobilier chute de 30 à 40%. La deuxième peine, c'est pour demain, c'est que l'électricité va augmenter, la facture va s'aggraver. Et la troisième peine, c'est que pour le démantèlement, c'est le contribuable qui va être sollicité, donc la hausse des impôts locaux. Donc tout ça, cette escroquerie, elle est incompatible évidemment avec vos discours verdoyants, avec votre idéologie du mieux vivre en Bourgogne-Franche-Comté. Et d'ailleurs, les oppositions se multiplient un peu partout pour lutter contre cette invasion qui aujourd'hui fragilise le mieux vivre dans notre région. Et notre actualité régionale, effectivement, c'est les orientations budgétaires. On y parle réchauffement climatique et transition écologique, on y parle amélioration de l'efficacité énergétique des logements, des mesures phares qui sont votées dans cet hémicycle pour aider les plus fragiles et les plus modestes à réduire leur facture énergétique, qui est effectivement de plus en plus lourde à assumer. On en a fait un pilier essentiel de notre action. Je pense au programme Ephilogie, qui en témoigne avec l'arrivée des premiers dossiers pour les copropriétés. Je pense à la production d'énergie renouvelable. On a encore cette semaine inauguré dans Lyon une nouvelle stabulation au lycée agricole de la Brosse à Venoy. Ça, c'est une série de mesures qui a un impact réel sur le quotidien et l'avenir de nos concitoyens. Une autre mesure concrète, c'est l'achat du matériel roulant qui va circuler sur nos lignes, des TR plus propres, plus modernes, plus sécurisés, et qui correspondent à une demande effectivement plus forte et une hausse de la fréquentation de nos trains régionaux. Et ce parc de matériel roulant sera bientôt équipé de rames à hydrogène, et puis j'oublie pas Mobigo, et on a de nombreux rapports cet après-midi sur les sujets de transport, et son offre élargie, travaille autour du covoiturage, qui sert les plus modestes là aussi, et de toutes les autres solutions de mobilité alternatives. C'est là aussi une des compétences phares de la région. Il y a aussi la crise de notre modèle agricole. Je parle sous le contrôle de Sylvain Marmier, qui représente aujourd'hui le Césaire ici. C'est vrai que nous avons pour devoir d'imaginer les contours de ce que doit être une politique agricole régionale dans un monde en perpétuelle mutation. François Sauvadet parlait de l'eau tout à l'heure, de la difficulté pour les éleveurs. C'est juste, ça n'est pas la seule difficulté. Il y a aussi la question de l'image des agriculteurs dans la société. Il faut que nous allions plus loin, c'est ce que nous allons faire, notamment en travaillant sur la question de l'aide au financement des bâtiments agricoles ou à la gestion des fourrages. Et puis, on a eu tout à l'heure ce film magnifique qui donne un éclairage bienvenu à l'inauguration du parc naturel régional des forêts de Champagne et de Bourgogne. La forêt, qui est une ressource naturelle essentielle, et je parle sous le contrôle de notre fier Morvandiau vice-président Sylvain Mathieu, c'est pas lui qui me contredira, la forêt qui est une des premières victimes du réchauffement climatique, et sans doute une des premières ressources pour le combattre. Donc on accompagne là aussi les acteurs forestiers pour sortir les bois malades des forêts, pour trouver des solutions de moyen terme, vaincre les maladies et agir avec des stratégies en concertation avec les professionnels. C'est pas des mots, ça, monsieur Odoul, c'est du travail de terrain, c'est du travail concret, c'est du travail qui aide vraiment les gens. J'aimerais aussi évoquer l'Agence régionale de la biodiversité,
la gestion des déchets dans les restaurants scolaires, l'adaptation des formations professionnelles aux problématiques liées à la transition écologique, notre politique d'achat responsable, éco-responsable de notre collectivité, l'éco-conditionnalité des aides. Voilà, ça fait quand même un ensemble de choses qui progressent dans le sens d'une transition écologique à tous les étages au niveau régional. La première partie porte sur les conséquences du changement climatique. C'est la marque de fabrique de ces orientations budgétaires et c'est bien une nouvelle étape pour notre collectivité dans la prise en compte du changement climatique, de ses conséquences et la mise en œuvre de la stratégie globale de transition énergétique. Il faut cesser de penser que l'on a le temps de faire et surtout que ce sont les autres qui sont concernés. Le temps presse et chacun doit se sentir concerné et doit modifier ses comportements. C'est bien cette vision transversale que nous voulons avoir. Toutes les politiques régionales, tous les dispositifs doivent contribuer à la transition écologique. Le changement climatique doit devenir une matrice de nos politiques publiques, de réponse de nos politiques publiques. Nous sommes parfaitement préparés à cela. L'inflexion donnée l'année dernière avec la prise en compte des ODD, notre collectivité est considérée comme ayant une maturité avancée sur ce sujet. Le SRADET, ici 2050, arrêté par l'Assemblée plénière en juin, est une autre brique de cette ambition de faire de la Bourgogne-Franche-Comté, je parle bien de l'unité géographique Bourgogne-Franche-Comté et pas notre collectivité, une terre pionnière de la transition écologique. Ce schéma s'inscrit pleinement dans le cap fixé par les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Aménagement, égalité des territoires, intermodalité, transport et mobilité. Alors, je continue. Le SRADEC, donc, ce schéma s'inscrit directement dans ces objectifs avec l'aménagement et l'égalité du territoire, l'intermodalité, transport et mobilité, climat, air, énergie, protection et restauration de la biodiversité et prévention et gestion des déchets. Enfin, la stratégie opérationnelle de transition énergétique votée fin 2017 nous a permis de mettre un cadre et d'avancer dans l'intégration des objectifs de transition énergétique dans nos dispositifs régionaux. Le changement climatique et ses conséquences est donc la clé de nos orientations budgétaires pour développer avec toujours plus de détermination nos politiques publiques dans la construction d'outils innovants pour mener à bien cette transition écologique et pour prendre en compte les impacts du changement climatique qui se font sentir, en particulier dans le secteur agricole ou dans nos forêts, et construire avec les acteurs des modèles de fonctionnement plus résilients. Ainsi, nos politiques poursuivent plusieurs objectifs. Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique avec l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements. C'est un pilier essentiel de notre action. Le programme EFILOGIE restera le fer de lance de la région. Des outils d'ingénierie financière seront mis en place en faveur des propriétaires particuliers, notamment en direction des revenus les plus bas. Les politiques régionales visant à favoriser la production d'énergie renouvelable seront poursuivies avec un travail de solarisation des toitures de nos lycées, la création de nouveaux outils de financement pour les énergies renouvelables, en partenariat avec des organismes financiers avec l'objectif de créer un fonds d'investissement en région, est mis sur les fonds baptismaux. Les mobilités constitue également un champ essentiel d'économie de carbone. Nous poursuivrons le développement d'une offre de mobilité bas carbone attractive. Le renouvellement des matériels ferroviaires roulants qui se poursuit va permettre d'avoir un parc plus propre. L'hydrogène sera expérimenté comme une nouvelle énergie pour nos trains. Enfin, le système d'information multimodal Mobigo intégrera de nouvelles fonctionnalités permettant rendant plus fluide l'information en temps réel du voyageur sur tous les modes de transport offerts, permettant d'aller d'un point A à un point B. L'acquisition d'un panier de types de transport en un seul clic sera déployée en 2020. L'agriculture est également fortement présente car c'est un secteur essentiel, sous deux aspects. Les deux sécheresses de 2018 et 2019 ont été critiques pour les agriculteurs, ce qui a conduit la région à mettre en place des mesures permettant de répondre aux situations d'urgence.
Il faut aujourd'hui aller plus loin et, aux côtés de la profession, contribuer à la construction d'un modèle plus résilient. Les bâtiments agricoles, la gestion des fourrages, les récupérations d'eau de pluie, la diversification des revenus sont quelques-unes des solutions sur lesquelles nous avançons. Dans un même temps, nous accompagnerons la profession agricole dans des efforts pour construire des modèles toujours plus économes en carbone. Les chèques audits en particulier évolueront en partie pour proposer l'initiation de nombreuses approches bas carbone puis en expérimentation. La forêt est également au cœur de nos enjeux de transition énergétique, tant elle est victime du changement climatique, mais peut-être également aussi force motrice de nouvelles solutions. Nous proposerons des actions d'urgence, à la fois pour gérer les conséquences de la sécheresse, accompagnement des acteurs forestiers pour sortir les bois malades des forêts, et des solutions à moyen terme pour élaborer une véritable stratégie de repeuplement des zones sinistrées. Notre action s'orientera donc sur le long terme vers une action déterminée pour contribuer avec les acteurs à la préservation de nos forêts. En parallèle, la forêt doit être actrice du changement climatique, aussi bien grâce aux fonctions écologiques qu'elle remplit que grâce à l'action raisonnée, l'utilisation raisonnée des fonctions du bois, tant pour la construction que comme moyen de chauffage renouvelable. Nous amplifierons notre action pour promouvoir les modèles de gestion exemplaires des forêts afin de préserver cette ressource naturelle. L'Agence régionale de la biodiversité, comme l'Observatoire régional, seront pleinement effectifs en 2020, ce qui permettra à la région de mettre en œuvre pleinement sa stratégie régionale de biodiversité. L'éco-conditionnalité des aides continuera d'être déployée en 2020. Nous présenterons en particulier, dès cette assemblée plénière de novembre, un nouveau dispositif de soutien à l'immobilier d'entreprise qui vise à développer les projets éco-compatibles. À partir d'un état des lieux exhaustif, le plan déchets définit une stratégie globale à l'échelle de la région, intégrant tous les gisements de déchets, quel que soit leur producteur, avec un volet d'économie circulaire. Comment transformer les déchets en ressources locales? C'est le pari qui est devant nous. Les actions de rénovation des lycées seront poursuivies, en particulier en ce qui concerne l'investissement lié à la transition écologique en croissance constante depuis le début du mandat. L'année 2020 sera marquée par une nouvelle action menée sur les déchets de la restauration scolaire, à la fois en poursuivant la lutte contre le gaspillage et en entrant progressivement dans une logique de valorisation des biodéchets. Ensuite, contribuer à l'adaptation du changement climatique pour l'agriculture et la forêt déjà citée. Il y a aussi le tourisme qui doit s'adapter aux impacts du changement climatique, de nouveaux critères d'efficience énergétique sur les bâtiments, des projets touristiques plus axés sur le développement durable et la biodiversité, et une anticipation des conséquences du changement climatique sur l'économie touristique, notamment en zone de montagne. C'est l'actualité qu'il faut traiter et que nous allons traiter. Nous le faisons avec des moyens d'accompagnement dans nos propres compétences. Et au premier rang de ces moyens, la formation. La formation professionnelle initiale comme des demandeurs d'emploi doivent sans cesse s'adapter aux nouvelles compétences et aux nouveaux métiers de la transition écologique. Nous soutiendrons donc cela tant pour accompagner l'émergence de bonnes pratiques, par exemple les éco-chantiers, que pour répondre aux besoins de demain en matière de nouvelles techniques. Et l'action de la région en matière d'éducation à l'environnement sera poursuivie à destination des jeunes comme des adultes, mais aussi dans le cadre de l'offre régionale. Et on aura un dossier cet après-midi que la présidente présentera, le Festival des solutions, qui va totalement dans ce sens. Donc notre collectivité se doit enfin d'être elle-même exemplaire et nous avancerons en 2020 sur notre politique d'achat responsable, comme sur une communication plus durable. La deuxième partie, c'est sur les évolutions des politiques régionales et les projets structurants que nous avons voulu mettre dans ce dossier. C'est la feuille de route pour l'économie de proximité afin de soutenir les activités
tournée vers les besoins des populations sur l'ensemble du territoire. C'est à la fois une contribution à l'emploi et à un aménagement du territoire équilibré. La feuille de route innovante sur l'hydrogène, où on a d'énormes atouts grâce à sa recherche, aux entreprises. L'hydrogène est une opportunité économique, une opportunité d'emploi et un atout de transition écologique. Cette feuille de route nous donne les moyens d'avoir une ambition forte pour développer cette filière. Et je vais prendre un exemple sur, par exemple, la question de l'environnement. Je trouve que la région, puisque c'est le sujet du jour que vous vouliez, en tout cas, phare pour aujourd'hui, donc je vais aller sur l'environnement, et il me semble que, par exemple, la région s'éparpille un peu. Quand on regarde, l'objectif, je pense, sur la politique environnementale de la région, c'est de réduire les émissions de CO2 principalement. Il y a d'autres objectifs, il y a la préservation de la biodiversité, etc. Mais l'essentiel, c'est la réduction des émissions de CO2. Quand on regarde les dépenses de CO2 en France, qu'est-ce qu'on a? On a 3 gros postes. On a les transports, on a l'agriculture et on a les maisons individuelles, le bâtiment, etc. Donc c'est vraiment les 3 gros postes sur lesquels on a vraiment des vraies marges à actionner pour réduire les émissions de CO2. Et dans ce domaine, la région fait beaucoup. Je pense que l'augmentation notamment des crédits accordés pour les rénovations énergétiques vont dans le bon sens. Mais je m'interroge par exemple quand je vois qu'on maintient des crédits très importants au soutien aux énergies renouvelables, parce que quand on met 1 million sur les énergies renouvelables, quel va être l'impact sur la réduction des émissions de CO2? Eh bien, quasi nul, puisque l'électricité en France est déjà décarbonée, largement. Donc, quelle est la valeur ajoutée d'1 euro dans une politique publique de soutien aux énergies renouvelables? Si l'objectif, c'est de réduire les émissions de CO2, eh bien, la valeur ajoutée, elle est très faible. Quelle est la valeur ajoutée d'1 euro sur la rénovation énergétique? Elle est très forte. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait une réflexion plus globale sur l'efficience des politiques publiques et qu'on réoriente les crédits là où ils sont le plus efficaces. Très sincèrement, ce budget, en tout cas le budget que vous prévoyez, les orientations donc, qui sont les vôtres, ne concernent personne dans notre région. Personne. La transition énergétique ne concerne personne, si ce n'est les lobbies qui en vivent et qui font leur business de cette transition. Et M. Joyandet a encore raison sur ce point-là. Et encore raison. Et les prochaines catastrophes sociales que nous allons connaître vont être liées notamment à ce business de l'environnement, au lobbyisme divers et variés, aux éoliennes, aux photovoltaïques et autres, à la biodiversité, au bio. Tout ça, c'est évidemment des catastrophes qui s'annoncent. L'urgence de notre région, c'est pas la transition énergétique, c'est la transition sociale. Sur le réchauffement climatique là, qui semble vous fasciner, et si j'ai écouté M. Durin tout à l'heure, c'est évidemment les réponses contre le réchauffement climatique qui vont faire moins de pauvres dans notre région. Il faut quand même rappeler et resituer le réchauffement climatique au niveau planétaire. Vous qui êtes des mondialistes, vous devriez pouvoir le faire, ça. Puisque, je l'avais déjà dit dans cet hémicycle, mais les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, notre continent européen ne représente que 12%. 12%. Donc que pèse la Bourgogne-Franche-Comté dans tout ça? Mais rien du tout. Rien du tout. Alors là, finalement, vous êtes une petite souris ou une petite libellule, comme c'était dit précédemment, en fait, qui a envie de construire une pyramide. Mais vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Ce sont des politiques qui vous dépassent et vous allez culpabiliser les pauvres de notre région en les contraignant, en leur disant qu'ils sont co-responsables du réchauffement climatique, qu'ils sont co-responsables de la destruction de notre environnement, alors que eux, ils souhaitent simplement vivre un petit peu mieux dans notre région. Alors j'ai écouté aussi Monsieur Neugnot, qui nous dit que donc un grand coup de pouce, notamment avec l'exonération totale de la carte grise pour les véhicules propres, donc les véhicules hybrides, mais vous vous rendez compte qu'en fait vous exonérez pour les plus riches. Parce que qui peut s'acheter aujourd'hui dans notre région un véhicule hybride ou électrique? Ben, ce sont les plus riches. Voilà. En moyenne, un véhicule hybride bas de gamme, c'est 20 000 euros. Voilà. 20 000 euros, entrée de gamme. Voilà. Un véhicule essence ou diesel, c'est 2 fois moins.
Donc en faisant ça, vous favorisez les automobilistes qui n'en ont pas besoin finalement. Voilà. Et vous culpabilisez les autres en leur disant « vous roulez en diesel, vous polluez, vous êtes co-responsable du réchauffement climatique ». C'est inadmissible et c'est tout à fait à l'image de votre politique et de votre idéologie. J'ai bien écouté vos propos liminaires, j'ai bien écouté le rapport de M. Neugnot et j'ai eu l'impression que le Festival des solutions pour la transition énergétique, ça n'est pas du 11 au 20 mai 2020, mais c'était ce matin. Malheureusement, un festival reste un lieu de théâtre et de rêve. Vous n'avez pas le monopole de la vertu écologique et nous avons, nous aussi, la volonté de nous inscrire dans cette transition énergétique dans notre groupe, simplement avec des solutions probablement plus pragmatiques. Alors, Madame la Présidente, vous voulez une région attractive autour d'un mode sain et accessible où tout est mis en œuvre pour conforter les conditions de l'attractivité économique et résidentielle, nous aussi. Vous rêvez d'une région à énergie positive. Nous préférons la mettre en œuvre. Vous proposez un monde d'émerveillement. Nous estimons, nous, que le chemin sera rude et escarpé et qu'il faut privilégier notre économie et faire une transition douce. Vous voyez, nous avons les mêmes objectifs, mais nous n'avons pas forcément les mêmes solutions. S'agissant de la filière des énergies nouvelles, vous nous avez parlé du bois énergie. Je voudrais vous rappeler, Madame, que dans notre région, pour le sapin, nous avons 109 mètres cubes de bois sec en BFC, que nous avons pour l'épicéa près de 820 000 mètres cubes de bois scolité en Bourgogne-Franche-Comté. Un véritable plan sur la filière bois écologique, et je ne l'ai pas vu dans votre DOB, Madame, serait d'aider les entreprises, les scieries dans notre région pour que nous puissions produire et que vos éco-conditionnalités, plutôt que d'aller chercher du chanvre à l'extérieur, ce soit de choisir le bois de notre région et d'aider nos scieries à investir et à faire, par exemple, des fenêtres pour permettre à nos entreprises de travailler avec des bois locaux. Enfin, Madame la Présidente, sur les mobilités d'abord. Sur les mobilités, dans le SRADET, vous avez un réseau routier qui est prévu. J'aimerais que, dans vos perspectives budgétaires que nous pourrons étudier en décembre, nous voyons la traduction concrète de ce que vous souhaitez faire. Parce que, pour reprendre les propos de mon ami Patrick Genre, la voiture n'est pas un gros mot dans une région comme la nôtre, où les mobilités collectives sont difficiles. Donc, nous vous attendrons, bien évidemment, sur le réseau routier. Sur le bâti, vous avez tout misé sur votre SPE, dont il faut bien reconnaître qu'il ne fonctionne pas. Beaucoup d'études, peu de travaux, et même le Césaire, plutôt consensuel d'habitude, le mentionne. Des lourdeurs sont observées dans les territoires engagés. Heureusement, le gouvernement ne vous a pas attendu pour s'engager dans la transition. Et des aides existent, peut-être mal encadrées, mais au moins nous avançons. Cependant, il y a un trou dans la raquette. Et les métropoles et les communautés d'agglomération qui vous ont rejoint comme territoire moteur vous l'ont bien fait remarquer. Il est nécessaire aujourd'hui d'accompagner les propriétaires bailleurs, lesquels propriétaires bailleurs modestes, en général, ont dans leurs appartements des locataires modestes eux aussi. 6 millions en France de logements appartiennent à des propriétaires bailleurs modestes, dont 3,2 millions sont des passoires énergétiques. Ce que je vous suggère, et c'est une dépense d'équipement, Monsieur le Président de la Commission des Finances, ça n'est pas du fonctionnement, c'est d'aider ces propriétaires bailleurs dans votre prochain SPE, de façon à ce que nous puissions rénover durablement les logements des personnes qui habitent ces bâtiments. Enfin, Madame la Présidente, ce que je voulais vous dire pour préparer votre budget, c'est que vous proposez des mesures d'éco-conditionnalité pour l'immobilier d'entreprise.
Non, madame. Quand on crée une scierie, on travaille à 15 degrés. Quand on travaille dans des ateliers, bien souvent, on n'a pas besoin d'être dans une boîte énergétiquement bien ficelée. Ce n'est pas une maternité, c'est une entreprise. Donc, madame, les éco-conditionnalités liées à l'immobilier d'entreprise, ce sont des freins importants pour nos entrepreneurs. De grâce, que vos rêves ne permettent pas à notre région d'avancer. Oui, Madame la Présidente, je vous remercie. Donc, je vais réitérer une position que j'avais déjà tenue l'an dernier. Vous vous focalisez, ici comme ailleurs, sur la réduction des émissions de CO2, pensant que le CO2 est à l'origine de la modification du climat. Or, je le répète, de nombreuses personnes dans le monde ne pensent pas comme cela et pensent que ce sont des particules qui relèvent de programmes militaires, mais aussi d'autres programmes environnementaux qui sont menés à l'échelle mondiale, qui viennent perturber le climat, pas seulement ici, partout. Alors, pour être plus précise et pour revenir à la Bourgogne-Franche-Comté, où j'avais déjà dénoncé des problèmes d'épandage aérien, déposant aluminium, barium, strontium, entre autres particules, sur nos terres et dans l'eau, sachez que une association, l'association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique, existe bien en France et a quelques adhérents Bourgogne-Franche-Comté qui font procéder à des analyses depuis 2012. Sur l'eau de pluie à Miserey-Salines, on a un doublement des particules d'aluminium, barium, strontium retrouvées donc depuis 2012. Idem pour la neige dans le Haut-Doubs. Alors, vous pourrez aller vérifier ces données auprès de cette association. Il faudrait quand même que vous demandiez comment il est possible d'avoir ces particules-là aujourd'hui dans l'air, dans l'eau, et notamment de l'aluminium qui provoque, comme les biologistes le savent, la dessiccation des sols et des arbres. Donc il faut vous poser la question. Ensuite, est-ce que vous pourrez agir? Ça, c'est une autre affaire, puisque l'affaire est planétaire. Mais vous pouvez toujours, à mon avis, là, continuer à dépenser de l'argent pour lutter contre le CO2. Si les modifications climatiques ne sont pas liées au CO2, vous aurez perdu du temps, beaucoup d'argent, pour finalement arriver à la même catastrophe. Je vous remercie, Madame la Présidente. Sophie Kvokerny. Mais vous, les politiques, qu'est-ce que vous faites? Vous n'entendez pas cette question-là, cette question qui nous est posée notamment par les publics jeunes et jeunes adultes, et heureusement quelques-uns qui sont moins jeunes mais qui se préoccupent quand même de l'avenir. Ces jeunes qui mettent déjà en pratique individuellement par des transports moins polluants et collectifs, par des mutualisations de logements, par une réduction de leurs déchets, de leur consommation. Ils sont déjà en action, ces jeunes-là, et ils nous posent la question à nous, politiques. Mais vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à ce risque climatique ? Et c'est pourquoi, là, aujourd'hui, moi, je suis fière de ces orientations budgétaires. Parce que non seulement elles sont tournées vers l'avenir et vers ces jeunes qui se font du souci pour la possibilité de vivre tout simplement dans notre région Bourgogne-Franche-Comté et sur notre planète, mais aussi parce que cette orientation, elle s'adresse aussi aux plus démunis. Les premières victimes de ce changement sont les plus démunis. C'est ceux qui n'auront pas les moyens de mettre la clim dans leur voiture ou dans leur logement et qui déjà, ces étés, souffrent de chaleur, d'étouffant de chaleur dans leur logement, dans les îlots de chaleur des villes, etc. Ce sont aussi des gens plus lointains qui n'arrivent plus à produire leur alimentation, notamment dans les pays subsahariens. Oui, on a aussi en avoir le souci. Et je pense bien entendu aussi aux agriculteurs de notre région, qui sont les premières victimes, on l'a vu, avec une accélération de ce que les météorologues nous promettaient dans 30 ans. C'est la réalité aujourd'hui. Et vous parliez tout à l'heure de chômeurs, mais on a déjà 1 degré de température supplémentaire. On nous en annonce 5 en 100 ans.
les agriculteurs, combien de chômeurs ça peut faire, ça? Moi, je connais pas d'agriculture ici en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté, qui peut résister à ça. Et déjà, en agriculture, on est à la fois sur les deux fronts, lutte et adaptation. Avec l'incapacité et l'amateurisme dont me caractérise entre autres Monsieur Odoul, eh bien, on s'attaque avec l'ensemble de la profession à trouver des solutions. Il y a des potentiels en agriculture à la fois pour la captation de ce carbone, pour la production de biomasse, et puis des potentiels d'adaptation que nous nous attelons et à explorer. Alors vraiment, oui, la lutte et l'adaptation par rapport au changement climatique, c'est l'affaire de tous. Moi, j'en ai marre d'entendre dire « Ouais, mais la Bourgogne-Franche-Comté, ça représente que seulement un petit pourcentage, une goutte d'eau. » C'est un peu comme, vous savez, quand on est en tour de table et qu'on doit faire une action et que chacun se regarde en disant « Moi, je veux rien dire, j'attends que les autres se prononcent. » À ce rythme-là, on fait rien. Si les résistants pendant la guerre avaient dit ça sert à rien ce que je vais faire là, ma petite action, on n'aurait pas gagné la guerre. Et donc c'est l'affaire de tous, à tous les niveaux, au niveau individuel, sur nos modes de vie. Il faut qu'on mette en application ce qu'on dit sur nos modes de vie. Mais au niveau professionnel, dans les entreprises, dans les associations, et bien entendu au niveau politique, à tous les niveaux politiques, depuis la commune jusqu'à des instances internationales. C'est pour ça que je suis fière que notre région prenne sa part à cette lutte, parce que vraiment il s'agit demain de la vie de tous, de nos paysans et des forestiers, je les mets avec dans un premier lieu, de tous ces amoureux de la nature qui voient la nature dépérir aussi, des plus pauvres qui seront les premiers impactés, de nos jeunes qui disent mais quelle terre pourrie vous nous laissez, et de nous tous. On doit y aller dans ces orientations. On a déjà commencé dans ce mandat, on l'intensifie, c'est une bonne chose. Et arrêtons moi j'ai l'impression dans cette assemblée, comme d'ailleurs par ailleurs, qu'il y a deux mondes. Il y a ceux qui veulent pas voir, et puis il y a nos jeunes qui nous poussent, eux qui ont conscience de ça. Et vraiment, je suis vraiment contente qu'on ait pu donner le pas sur ces orientations-là. Satisfaction parce que nous mettons en œuvre nos politiques publiques sous le sceau affirmé des objectifs de développement durable depuis l'an dernier et en prenant en compte le réchauffement climatique qui touche notre planète par l'activité de notre humanité. Contrairement à d'autres, nous ne sommes pas dans l'incantation mais dans l'action. D'ailleurs, j'invite les parlementaires En Marche et les Républicains qui ont voté hier un amendement pour amplifier la déforestation des forêts primaires en Indonésie et Malaisie pour l'huile de palme de Total, à venir voir ce que nous faisons en région Bourgogne-Franche-Comté pour privilégier par exemple l'hydrogène. Alors, moi j'aimerais simplement vous féliciter, vous avez fait un très très beau clip. Toutefois, en 2016, je crois que c'était en 2016... C'est un clip qui est fait par le parc. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas la région qui a fait ce clip. Il faut rendre hommage effectivement à l'équipe du parc, du GIP. Sûr. Mais j'aimerais toutefois me poser une question. Est-ce que vous êtes si sensible et si attaché que ça à l'écologie d'une manière générale ? Quand nous étions réunis à Montbéliard en séance plénière, je vous avais alerté sur la nécessité d'une autre alimentation dans un de mes vœux, puisque c'est un secret pour personne, je fais partie de L214, de One Voice, de l'IFAF, de 30 millions d'amis et de la SPA. Voilà. Donc autant vous dire que la condition animale est très importante pour moi, mais L214 ne cesse de le redire, la consommation de viande est une source évidente d'augmentation du CO2. Donc si vous étiez si sensible que ça à l'écologie et donc à l'émission de CO2, vous auriez accepté mon vœu de l'époque qui demandait que dans les lycées, on
n'attache une importance évidente à l'alimentation et donc a proposé au moins une fois par semaine un menu vegan. J'avais également invité le Conseil régional à se poser des questions sur les méthodes d'élevage et d'abattage des animaux. Et évidemment, mon vœu a été, une fois de plus, refusé. Alors, votre intérêt pour l'écologie, je me pose des questions. Moi, je suis extrêmement satisfait que nous ayons écrit comme maître mot de ces orientations budgétaires la transition écologique et, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, dans votre propos introductif, le fait d'accélérer, d'amplifier tous nos efforts politiques en matière de transition écologique. Car contrairement à ce que peuvent dire nos opposants ce matin, ça n'est absolument pas être hors sol que de mettre ceci en priorité, c'est au contraire une condition essentielle de notre existence. Sur l'aspect énergétique, je rappelle que tout le monde tel que nous le connaissons est finalement nous vivons une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Si on regarde l'histoire de l'humanité dans le temps long, c'est relativement récent que nous disposons d'une énergie abondante et bon marché, les énergies fossiles, qui nous a permis cette révolution industrielle. On sait que d'ici un siècle, la parenthèse va se refermer parce que nous aurons épuisé toutes ces énergies de stock. Donc tout le monde que nous connaissons, chaque acte de chaque jour, pour venir ce matin, nos déplacements, notre logement, notre alimentation, tout dépend de l'énergie. Donc là, j'exprime une première fois ma stupéfaction quand j'entends les propos de Monsieur Odoul. Ce qu'il y a de bien, c'est que nos séances sont enregistrées. Ça c'est un collector, il faudra le garder. Monsieur Odoul, qui a osé dire que la question énergétique ne concernait personne dans notre région. Ça c'est énorme, hein, énorme. Je vous pose la question, Monsieur Odoul, vous êtes venu comment ce matin? Comment vous vivez, hein? Bon. Enfin, c'est juste énorme. L'énergie concerne chacun de nos actes à chaque instant. Voilà. Donc ça nous concerne tous. Non seulement ces énergies, je rappelle à l'échelle de la planète, hein, 90% de nos consommations énergétiques, ce sont les énergies fossiles. Et quand bien même on peut parler de l'énergie nucléaire, c'est un épiphénomène à l'échelle de la planète, c'est presque rien. Les énergies renouvelables, malheureusement, ça n'est que 10%. Voilà, 90% de tout ce qu'on fait repose sur ces énergies. Un jour, il n'y en aura plus, il faudra apprendre à s'en passer, ça commence dès maintenant. Mais au surplus, le fait de consommer ces énergies fossiles réchauffe le climat, transforme le climat. Donc là, c'est un deuxième aspect, c'est le bouleversement de tous nos écosystèmes. Et là aussi, comment pouvoir dire que c'est hors sol? Qui dit climat dit immédiatement agriculture, ce qui a été très bien rappelé par mon amie Sophie Foncarny. Et qui dit agriculture dit alimentation. Qui dit alimentation dit satisfaire les besoins de l'humanité à la fois en quantité, en qualité. Et l'alimentation, je pense qu'il n'y a pas de sujet... Je pense qu'il n'y a pas de sujet plus politique que l'agriculture et l'alimentation. Car ça nous concerne toutes et tous, matin, midi et soir, à chaque fois que nous passons à table. Et je rappelle que dès qu'on touche à ce sujet, on touche à des équilibres politiques, géopolitiques, géostratégiques, que dès qu'il y a problème climatique et impact sur les récoltes, ça déclenche des mouvements populaires, des révoltes, des révolutions et des migrations. Et j'en reviens à votre grand fantasme, Monsieur Odoul, là aussi, c'est vous qui êtes hors sol. Votre grand fantasme de l'immigration, vous savez à quoi sont dues une grande partie des migrations? À ces bouleversements climatiques. Parce que des gens... Si, ben bien sûr que si. Et les réfugiés climatiques, Monsieur Odoul, je suis désolé de vous le dire, on n'est qu'au début du phénomène. Les réfugiés climatiques, il faut s'y préparer. On va en avoir des millions dans le siècle qui vient. C'est faux, c'est la plus petite. Ouais, donc, voilà. Et sur ce lien entre agriculture, climat et phénomène politique, moi je vous renvoie tous, chers collègues, la lecture d'un excellent ouvrage de l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie qu'il a commis il y a quelques années et qui expliquait par exemple que la Révolution française de 1789, certes il y avait un contexte politique, mais le phénomène déclencheur c'est quoi? C'est la météo de l'année 1788 qui a déclenché une famine. Voilà, on y est. Donc voilà, vous voyez que tout ça n'est pas hors sol, c'est du très concret, Monsieur Odoul. Il y a des liens de cause à effet entre tout ça, tout est lié. Aux collègues de la droite républicaine, je dirais aussi, je suis aussi un petit peu stupéfait.
je suis un peu stupéfait par quelques propos, notamment de M. Joyandet, qui lui aussi a l'air de ne pas faire le lien entre tous ces éléments, et malheureusement, je le regrette, semble opposer économie-écologie. C'est une erreur. C'est une erreur. On ne peut pas ne pas lier économie-écologie. Le développement durable, c'est l'intégration totale des trois piliers que sont l'économie, l'écologie, le social. Et si jamais on délaisse un de ces piliers, on se plante. On a une politique qui n'est pas durable. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse un effet de manche en parlant des libellules, mais c'est pas ça le sujet. Nous faisons partie de l'écosystème terrestre, nous faisons partie de la biodiversité. C'est le troisième grand enjeu. C'est la biodiversité. Nous faisons partie de la pyramide de la biodiversité. Nous sommes des êtres vivants. Je vous rappelle que nous sommes, a priori, tous les scientifiques nous prédisent que nous sommes à la veille de la 6e grande extinction de biodiversité. Nous en faisons partie. Alors certes, on peut ne pas s'émouvoir de la disparition d'une libellule aujourd'hui, mais en fin de chaîne, un jour, ça risque d'être Homo sapiens qui sera la victime de cette extinction. Voilà, donc tout ça est intimement lié. Et simplement aux collègues de la droite républicaine, je ferai un clin d'œil en leur disant, n'oubliez pas, comme ce que vous disait un de vos grands mentors, Jacques Chirac, la planète brûle et nous regardons ailleurs. Donc je vous invite simplement, voilà, et notamment le collègue Joyandet, à ne pas regarder ailleurs. Madame la Présidente, chers collègues, comme on est filmé, je me demande ce que pensent les gens qui nous regardent et surtout les jeunes de tous nos débats. Alors j'espère qu'ils nous font crédit, d'essayer de faire avancer les choses. Alors, ce qu'on a à faire au fond, c'est à la fois simple et très complexe, puisqu'on doit le faire vite. Donc ça, c'est simple. Mais ce qu'on a à faire, c'est d'inventer un nouveau modèle porteur de sens qui n'existe pas et qui, comme le disait mon collègue Sylvain Mathieu, doit conjuguer l'écologie, le social et le développement économique soutenable, durable. Je vais prendre l'exemple du film qu'on a eu pour vous illustrer ça. On a un 11e parc national et c'est génial. Moi, je trouve ça super. Ça veut dire qu'on va travailler à s'occuper mieux de la biodiversité. Et donc, probablement que Monsieur le Président de l'opposition républicaine s'inquiétait des ressources en eau. Peut-être que parce qu'on a un parc et qu'on va plus regarder le sujet de la biodiversité, on pourra s'occuper mieux des ressources en eau. Parce qu'après nous le déluge, comme disait Emmanuel à juste titre, mais ça c'est s'il nous reste de l'eau. Le deuxième sujet, c'est on parlait des petites libellules avec beaucoup de d'ironie. Il faut savoir que 80% de la biomasse des pollinisateurs a disparu. Donc on peut bien rigoler, mais pour les agriculteurs dont on parlait tout à l'heure, c'est fondamental d'avoir des pollinisateurs pour que demain on ait une alimentation. Alors les transitions qu'on a devant nous, vous voyez, le parc, c'est à la fois des enjeux écologiques très concrets, c'est des enjeux de développement, par exemple pour l'agriculture, et puis c'est des enjeux sociaux et d'inclusion, parce que un parc c'est un écosystème et il faut s'en occuper, et donc il faut travailler le social et l'inclusion. Pour finir, on a toutes ces transitions devant nous, le climat, l'agriculture, l'industrie, le numérique, les mobilités, là, ça c'est un peu le menu. Et je trouve ça bien qu'on prenne des leviers. Donc les bâtiments ce sont des leviers pour pouvoir y travailler. L'alimentation est un levier pour pouvoir y travailler. Et la mobilité est un levier aussi pour pouvoir y travailler. C'est ce qu'on retrouve dans ce budget. Le numérique aussi, que je n'oublie pas. Juste intervenir sur des propos que j'ai entendus à propos de ce que l'on faisait au niveau, bien entendu, de la transition énergétique, et je suis toujours surpris d'entendre parfois des gens qui disent on a entendu parler, on ne doit pas rencontrer les mêmes personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui le dispositif du SP2E est un dispositif qui est reconnu. C'est vrai que quand, Madame la Présidente, vous avez été signée sur le territoire jurassien, vous n'avez entendu que des éloges de ce dispositif, où on a entendu parler de la simplicité, que pour une fois ça les permet de simplifier les choses qui se mettent en place. Souvent, aujourd'hui, au niveau du BBC, on nous dit c'est pas possible. J'ai la chance de participer souvent aux commissions techniques des philologies, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce dispositif est encouragé à la fois par les bailleurs sociaux, puisque lors de la session qu'on a eue hier en commission 4, nous avons encore pu voir qu'il y avait eu 63 dossiers de présentés qui représentaient 622 logements, et que la région s'engageait pour 2 170 000. Donc, quelque part, c'est que le dispositif, il n'est pas aussi mauvais que ça. Et puis,
surtout, lors de la conférence des financeurs que nous avons eue avant-hier, on s'est aperçu que toutes les fédérations du bâtiment qui créent de l'emploi attendent qu'on puisse développer ces dispositifs pour demain créer encore plus d'emplois sur les métiers du bâtiment. Il y avait la CAPEB et la FFB et je ne les ai pas entendus une seule fois dire qu'effectivement ça ne donnait pas de résultat. Alors effectivement on peut aller encore plus loin sur les copropriétés, mais ça j'espère que nous aurons, plutôt que de décrier, une intelligence collective pour pouvoir développer sur tous les territoires, mais en liaison bien entendu avec les territoires. On ne veut pas être les seuls, toujours les seuls financeurs. Compte tenu de ce qu'on a entendu par rapport aux matériaux biosourcés, j'ai eu le plaisir de représenter la présidente la semaine dernière pour l'inauguration d'un bâtiment dans le Jura qui était le siège d'une communauté de communes. Et aujourd'hui, ils ont fait appel à du bois. C'était à Mont-sous-Vaudrey, ils ont fait appel à du bois qui venait de Salins, à Chamblay, qui était du bois qui venait de Salins, du territoire, de la paille qui venait de l'agriculteur du coin. Et ils ont sorti un bâtiment de 700 mètres carrés avec des bureaux pour un coût de 1 575 € le mètre carré. Ce qui est beaucoup moins cher qu'un certain nombre de choses avec d'autres produits. Donc, c'est possible. Oui, Madame la Présidente, c'est possible. Et c'est pour ça que je me félicite de cette volonté dans le DOB de mettre encore plus l'accent sur la transition énergétique. Un mot pour répondre à Monsieur Sauvadet, il n'est pas là, où on parlait de l'aéroport. Permettez-moi effectivement de se dire que j'ai entendu Michel Neugnot, et je m'en félicite, qui nous a dit qu'effectivement, on allait faciliter les mobilités à bas carbone. Et donc, je me réjouis qu'effectivement, car je sais que l'avion n'en fait pas partie, je me réjouis effectivement qu'aujourd'hui, on puisse renoncer à l'aéroport de Deltavo. Je rappellerai simplement au financement, je rappellerai simplement à tous les habitants, mais je peux finir? C'est mon avis, mais je peux m'exprimer, non? Mais j'interprète le bas carbone. Je rappellerai simplement à tous les citoyens de Franche-Comté qu'ils sont tous à moins d'1h30 d'un aéroport. Donc on peut prendre l'avion, est-ce qu'on doit en rajouter? Et puis, pour finir avec une note d'humour, je dirais simplement que moi je préfère aujourd'hui, en faisant référence au cinéma, aux ailes du désir de Wim Wenders, en parlant des ailes du désir, mais celles des éoliennes, plutôt que les ailes de l'enfer, qui sont un trieur américain, qui sont celles de l'avion. Et dommage pour ceux qui ne pourront pas s'envoyer en l'air à partir de Deltavo, mais je suis sûr qu'ils trouveront d'autres solutions. Et je me rends compte que finalement, on a une droite républicaine qui est à court d'arguments et qui oppose finalement, dans ce débat d'orientation budgétaire, la transition écologique et la lutte contre le chômage. Vous opposez la transition écologique aux intérêts des ménages, notamment les plus fragiles. Je crois que vous vous trompez complètement. Ces orientations budgétaires qu'on a l'honneur de présenter aujourd'hui ont des ambitions pour la transition écologique, certes, mais sans faire l'impasse sur les ménages en difficulté et sur les emplois menacés. Et ça se traduit notamment sur toutes les politiques laissées et plus largement de formation. Je fais référence, ça a déjà été évoqué, au pouvoir d'achat des familles, à la rénovation de nos bâtiments, aux économies d'énergie, à l'investissement dans nos plateaux techniques pour répondre aux besoins de demain, aux métiers de demain, pour faire le lien entre les écoles et les entreprises, mieux répondre finalement à l'adéquation de l'offre et de la demande d'emplois indispensables au développement économique de notre région. Et tout ça avec un fil rouge, la transition écologique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Écoutez, moi je me réjouis que lors de ce débat d'orientation budgétaire, le mot biodiversité ait été prononcé un certain nombre de fois, et je crois que c'est un crédit qu'on peut mettre un état de fait, pardon, qu'on peut mettre au crédit de la majorité, puisque nous portons cette défense, cette valorisation de la biodiversité régionale depuis très longtemps. J'aurais pu dire que le président de l'Agence régionale de la biodiversité que je suis se pose en défenseur de la leucorrhine agrothorax, qui est une libellule de nos tourbières de Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on peut effectivement moquer les libellules, les papillons, les insectes ou les bactéries, mais je voudrais quand même rappeler, Sylvain l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, que la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants sur cette planète dont nous faisons modestement partie et dont nous avons toutes et tous besoin, quelle que soit notre condition pour vivre. L'eau que nous buvons est apurée, préparée par des micro-organismes. Les aliments que nous mangeons, c'est de la biodiversité. L'air que nous respirons, c'est grâce à la biodiversité. Et à un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est ou un combat d'arrière-garde ou un combat pour les bobos. C'est pas vrai.
c'est un combat pour tous les élus que nous sommes, pour tous les responsables que nous sommes. Et je rappelle, et ce sont les scientifiques de la plateforme mondiale intergouvernementale qui a travaillé sur ce sujet et qui nous a dit en mai dernier qu'il y avait 1 million d'espèces qui étaient menacées. Ces scientifiques nous ont dit qu'il était indispensable de lutter contre le changement climatique et contre l'érosion de la biodiversité. Ces deux combats ne peuvent pas être dissociés. Il faut des changements transformateurs aujourd'hui, ici et maintenant, en Bourgogne-Franche-Comté. Et moi, je suis très fier que la majorité à laquelle j'appartiens porte ces combats-là. La question des orientations budgétaires et de la transition énergétique, environnementale, climatique qui s'impose à nous, beaucoup d'entre vous, mais plutôt dans ces rangs, dans nos rangs, dans les rangs de la majorité, ont bien souligné que c'était pas une question de bobo qui sait pas quoi faire, hein, puis qui tout d'un coup là prend ce sujet comme si c'était l'écume des choses. Cette question climatique, c'est pas l'écume des choses, c'est une question essentielle pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos territoires, pour l'avenir de la planète. Alors c'est sûr que par rapport à la planète, nous, on ne peut pas faire grand-chose, Monsieur Oudul. Mais par rapport à cette question, tout le monde peut faire. Les citoyens que nous sommes, comme les hommes et les femmes engagés en politique, comme les entreprises, comme les associations, tout le monde est concerné. C'est pour ça que cette question des transitions énergétiques qui irradient toutes nos orientations budgétaires, elles irradient toutes nos politiques publiques, parce qu'aucune n'échappe à ce sujet. Bon, sur la question de transition énergétique, vous dites, non, c'est Monsieur Jutzik, hein, vous dites, choisissez l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, plutôt que les énergies renouvelables. Mais c'est les deux. Il faut effectivement économiser l'énergie, mais sur le renouvelable, on est bien obligé d'y aller parce que d'une part, les énergies fossiles, vous savez bien qu'elles sont en voie d'épuisement. Mais si, enfin, ne faites pas une moue comme ça, elles sont en voie d'épuisement. Et deuxièmement, elles contribuent à l'émission de gaz à effet de serre. Il nous faut aller vers un mix énergétique qui n'est pas fait dans notre pays que d'énergie renouvelable parce qu'on a une base aussi avec le nucléaire. C'est un mix entre le nucléaire qui, à mon avis, doit prendre de moins en moins d'importance dans les années qui viennent, mais qui est quand même une base, et des énergies renouvelables qui doivent de plus en plus se développer. Il n'y a pas de sujet possible. Le sujet, c'est comment on s'y prend pour que les actes suivent les discours et pour que les financements soient là. C'est pour ça que j'ai réuni les financeurs privés il y a 3 jours, les banques, les fonds d'investissement, parce qu'on ne pourra pas faire tout seul. On a besoin de 30 milliards d'euros d'ici 30 ans si on veut être au rendez-vous sur la question des énergies renouvelables. Donc, là, il faut changer de braquet. Et c'est tout simplement ce que je vous propose dans ces orientations budgétaires. Changer de braquet pour qu'on soit vraiment au rendez-vous des responsabilités.